Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Damiani, cofondateur de Inspiring Sport Capital. Bonjour Laurent. Bonjour Ariane. Merci d'avoir accepté d'être présent sur cet épisode. Alors pour démarrer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et de ta carrière professionnelle du début jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît Alors le parcours académique, il me menait pas forcément au sport et à la finance initialement, puisque j'ai commencé par des études d'architecture qui étaient ma grande passion. Malheureusement, l'architecture n'a pas voulu de moi. Et donc, j'ai bifurqué assez rapidement vers le marketing. Et après 3 années d'école de marketing, j'ai décroché un contrat de travail dans une agence. Mais mon père m'a dit tu n'y penses pas. Et dans une famille d'entrepreneurs comme la mienne, c'était inconcevable de pas travailler pour soi. Donc, je me suis très vite orienté vers l'entrepreneuriat. J'ai créé ma propre agence et j'ai démarré en fait sur une idée à l'époque qui était de créer des partenariats entre le monde associatif et le monde de l'entreprise, où j'avais identifié beaucoup de complémentarité d'intérêts en termes d'apport de compétences, de finances bien sûr, mais également de sens pour les entreprises. Et donc j'ai créé ma première agence à ce moment-là, qui a été en fait la colonne vertébrale de tout mon parcours professionnel, puisque je me suis assez vite orienté vers le sport et donc l'accompagnement des fédérations sportives, des sportifs eux-mêmes, du management d'événements, du conseil pour des marques qui investissaient dans le sport. Et donc j'ai été parmi les pionniers avec mon associé d'aujourd'hui, Lucien Boyer. Nous avons été parmi les pionniers dans le marketing du sport et la professionnalisation de cet écosystème du sport et du sport business, en participant aux grandes aventures et liées aux Coupes du Monde, aux Jeux Olympiques, au conseil, aux grandes marques dans le monde sur ces événements. J'ai levé des fonds pour mon agence. J'ai fait ce qu'on appelle des build-up, donc on a racheté d'autres agences. Donc je me suis frotté à cette activité de la levée de fonds et vraiment du parcours d'entrepreneur jusqu'au bout. Et puis j'ai vendu mon agence en 2012. Donc ça a été vraiment un parcours assez complet, assez long de développement. Le fait de lever des fonds auprès d'investisseurs qui étaient loin géographiquement, puisqu'ils étaient basés en Autriche et qui étaient aussi loin de mes préoccupations, ça m'a aussi appris beaucoup sur cette relation entre entrepreneur et investisseur. Et je m'étais toujours mis dans la tête qu'un jour peut-être je pourrais être de l'autre côté de la barrière et apporter autre chose aux entrepreneurs. Donc ça a été vraiment un des moteurs de la création d'Inspiring Sport Capital. Et l'autre moteur, ça a été
En fait, pendant 7 ans, j'ai présidé Sportsora, qui est l'association des acteurs de l'économie du sport, qui est une organisation professionnelle qui fédère l'ensemble de l'écosystème, à la fois les agences comme celle que je dirigeais, donc qui s'appelait Community, des annonceurs, ce qu'on appelle des ayants droit, donc c'est des fédérations sportives, des organisateurs d'événements, des sportifs eux-mêmes, des cabinets d'avocats spécialisés, des écoles spécialisées dans le marketing du sport. Donc en fait tout cet écosystème. Et donc on est là pour promouvoir les bonnes pratiques. Et donc ça a été aussi extrêmement enrichissant pour moi, à la fois en termes de connaissances, de réseau et d'évolution, de compréhension de l'évolution des modèles économiques dans cette industrie. Donc je suis parti à Londres en 2014 et j'ai créé Inspiring Sport Capital, cette société d'investissement 100% dédiée à l'économie du sport. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne ce fonds d'investissement Inspiring Sport Capital? Est-ce que c'est plutôt Club Deal, fonds Evergreen? Enfin, c'est quoi votre mode de fonctionnement? Alors, nous ne sommes pas un fonds d'investissement déjà. Pour commencer, nous sommes une société d'investissement, donc on fonctionne sous la forme plutôt d'une holding, puisqu'on investit nos propres fonds dans les projets, et nous allons faire venir des co-investisseurs à nos côtés. Donc en fait, on identifie ce qu'on appelle nous des verticales. En fait, c'est des activités, c'est des sports dans lesquels on identifie des tendances de consommation forte et de développement, sur lesquels on identifie des opportunités de consolidation. Et donc on va créer un véhicule d'investissement par sport, par verticale. Et ces véhicules d'investissement vont nous permettre de faire rentrer des co-investisseurs à nos côtés. Donc systématiquement, le véhicule d'investissement investit de manière majoritaire, et donc on a autour de nous des co-investisseurs qui sont tous minoritaires au sein de ce véhicule, mais qui sont intéressés par l'idée finalement d'avoir des deals sourcés par des acteurs qui connaissent cette industrie, qui peuvent apporter cette dimension de smart money dont je parlais tout à l'heure, et qui vont pouvoir piloter un projet dans un pool majoritaire. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'entreprises dans lesquelles vous avez investi avec Inspiring Sport Capital? Alors, aujourd'hui, on a investi dans 4 thématiques, sur 4 verticales. Historiquement, une des premières, c'était le gaming, l'entertainment. Nous avons repris une première plateforme de jeux online qu'on appelle des mind games, et notamment des applications de bridge online, et c'est une société qui s'est développée sur d'autres axes, et notamment dans la voile, puisqu'on a ce groupe aujourd'hui, c'est également Virtual Regatta, donc des jeux autour de la voile, sans doute bien connus. On a une deuxième verticale dans le golf, et c'est la distribution d'équipements de golf, donc de matériel de jeu pour les golfeurs, et d'équipements en B2B pour les clubs de golf. En practice parcours, c'est une société leader dans son domaine, basée en France et au Benelux. On a une troisième verticale dans le domaine de la course au large, de la voile de compétition, puisqu'on a en fait racheté un premier chantier de fabrication de bateaux, et puis un deuxième, et donc on construit les grands ultimes et les bateaux qui font la classe IMOCA notamment. Donc c'est des bateaux qui vont voler sur l'eau, et on travaille notamment sur des pièces en carbone, donc c'est de la haute technologie. On fabrique des mâts avec une résistance assez incroyable, des coques bien entendu, et des foils qui permet à ces bateaux de voler. Donc c'est vraiment de la très haute technologie et de la haute performance. Et puis nous avons une dernière verticale dans le domaine de l'outdoor montagne,
puisque nous avons repris avec la famille Millet. C'est vraiment une belle histoire. La marque Millet et la marque La Fuma, il y a 2 ans, voilà, pour créer un champion français de l'outdoor montagne avec 2 marques qui sont des marques plus que centenaires et emblématiques, notamment Millet, des grandes aventures d'alpinisme. Bon, on en profite pour faire un petit coucou à Romain Millet, qu'on apprécie beaucoup. Laurent, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait lever des fonds pour créer un organisme, un véhicule comme Inspiring Sport Capital? C'est difficile de donner des conseils de cet ordre parce que c'est vraiment une expérience très personnelle. Nous avons mis beaucoup de temps pour arriver à je dirais une vitesse de croisière sur notre activité. Je dirais peut-être les 3 points assez clés, c'est d'abord de la persévérance. Il en a fallu beaucoup. C'est ce mix de compétences entre à la fois le marketing du sport et la finance. Et c'est très important. Une fois de plus, on n'est pas des financiers à la base. On est vraiment des entrepreneurs issus du sport business. Et donc, on a fait ce parcours initiatique vers la finance et c'est ce mix, je pense, qui est important. Et c'est le réseau. Le réseau est essentiel. J'ai eu un peu le sentiment quand j'ai créé Inspiring Sport Capital de repartir à zéro en fait, puisque c'était vraiment on m'avait dit tu peux pas changer de secteur et de métier en même temps, et donc j'ai changé de métier puisqu'on est nous sommes devenus des financiers quelque part, mais on n'a pas changé de secteur, et donc le réseau a été essentiel, et donc vraiment si je devais donner des conseils, ce qui est toujours un peu délicat, c'est vraiment ça, c'est la persévérance, c'est bien identifier son champ de compétences et cette culture mixte, je dirais, et le réseau. Et justement, comme tu parles de changer de métier, ce métier que tu fais maintenant chez Inspiring Sport Capital, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, nous expliquer à quoi ressemble ton quotidien de travail? Alors déjà, on est très pris par l'accompagnement des entreprises en portefeuille. Donc ça nous occupe quand même beaucoup, surtout dans des périodes comme celles qu'on vit aujourd'hui, qui sont plus compliquées, avec des situations de business plus tendues. Les managers, les dirigeants des entreprises ont davantage de questions, ont besoin davantage de soutien. Donc on passe quand même une grande partie de notre temps à les accompagner, et la ligne est ouverte en fait en permanence. Donc au-delà des réunions, des comités stratégiques qu'on a avec eux, ça peut être effectivement des discussions quotidiennes sur des problématiques très spécifiques, très opérationnelles. On a beaucoup de comités d'investissement. Ça, c'est une particularité de ce métier, où on va regarder finalement des nouveaux projets. Nous avons pas mal de déplacements sur le terrain pour aller voir à la fois les entreprises dans lesquelles on a investi et puis les nouveaux projets. Et nous, on a la particularité de pas être seulement franco-français, donc on a un champ qui est plus large au niveau européen, et surtout initialement avec un focus important sur l'Angleterre, puisqu'initialement on a été créé à Londres. On a une spécificité aussi de ce métier, c'est beaucoup de conseils de surveillance, de ce qu'on appelle des boards des entreprises. Et ça, il y a des périodes où c'est plusieurs boards par semaine. Et puis une des activités qui est importante chez nous, c'est la levée de fonds, puisque comme
on investit, on fait venir des co-investisseurs dans nos projets. Une grande partie de notre travail est cette levée de fonds, donc d'aller chercher des investisseurs, donc de faire des roadshows par projet pour présenter les projets et proposer aux investisseurs de nous rejoindre dans un des véhicules d'investissement en prévision effectivement d'un closing d'une opération. Quand on est dans un fonds classique, vous avez une période d'investissement qui est limitée. Nous ne sommes pas confrontés à ce genre de choses. À la fois, nous pouvons effectivement choisir les projets qui nous semblent les plus pertinents et mettre le curseur un peu où on souhaite le mettre en termes de période d'investissement. Et puis également sur la durée de détention des participations, on n'est pas contraint de rendre l'argent aux investisseurs puisqu'une grande partie de ces fonds sont les nôtres et l'autre partie, celle de nos co-investisseurs, sont dans une même logique d'investissement plutôt sur le long terme et d'accompagner les entreprises en fonction d'intérêt du projet et donc on n'a pas de problématique de durée. Est-ce que tu peux nous parler du processus entre le moment où un dossier de levée de fonds arrive sur ton bureau et le moment où vous décidez de le financer ou pas d'ailleurs? Quelles sont les étapes? Combien de temps ça prend? Et éventuellement, est-ce que tu peux aussi nous dire combien en moyenne tu reçois de dossiers par an? On va être effectivement très sélectif. On va mettre le curseur là. Il nous semble bon de le mettre en fonction aussi des autres obligations que l'on a. On est une toute petite équipe, on est 4 personnes au sein d'Inspiring Sport Capital. On n'a pas vocation non plus à grandir beaucoup plus. On essaye de faire les choses bien. Donc on reçoit beaucoup de dossiers par des cabinets de M&A qui nous ont identifiés comme des investisseurs référents dans le domaine du sport. On a aussi beaucoup de dossiers qui sont sourcés entre guillemets de manière plus directe parce que on a une relation particulière avec cet environnement du sport business. Donc on connaît les entrepreneurs, on connaît les entreprises, on discute avec elles depuis souvent plusieurs années. On voit leur évolution. Même des fois on les aide de manière pro bono sur leur stratégie, leur développement, sans intention d'investir à court terme, parce qu'on estime que c'est pas forcément le bon moment. Et je pense notamment à une entreprise dans laquelle on a investi, qui s'appelle Fanzo, qui est un bar finder, qui est une application qui permet en étant géolocalisé, de trouver le bar qui va retransmettre son événement sportif favori. Et cette entreprise, on la connaissait depuis pas mal d'années. On a vu son évolution et on a surtout essayé de les aider au départ sans investir. On les a incités à fusionner avec leurs concurrents français pour créer une plateforme plus mondiale. Aujourd'hui, cette entreprise est basée en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, donc en France, au Royaume-Uni, en Irlande. Donc elle a déjà une implantation internationale assez intéressante. On les a aussi incités à changer de nom, donc c'est devenu Fanzo et c'est devenu une plateforme qui est aujourd'hui beaucoup plus inclusive sur tous ces sujets finalement liés à l'expérience hors stade. Et donc voilà, il y a eu tout un tas d'accompagnements, de conseils, on a senti, il y a eu le recrutement d'un manager aussi qu'on a favorisé en France. Donc il y a eu tout un tas de démarches en fait qui étaient dans le bon sens. Et à un moment donné, on s'est dit c'est effectivement pour nous le bon moment d'investir. Donc on a aussi cette appétit, cette curiosité de regarder des projets assez en amont et d'investir au bon moment. Mais de manière, et j'en parlerai si vous le souhaitez, mais de manière plus générale, la spécificité, la raison d'être quand même d'Inspiring Sport Capital, c'est d'investir sur des projets un peu plus matures et sur des entreprises qui sont déjà rentables, même si elles peuvent être en sous-performance.
Et est-ce que vous avez une grille d'analyse pour étudier les dossiers? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques vraiment qui font partie de votre ADN sur lesquels vous êtes particulièrement vigilant? Les critères, ils sont assez classiques en fait. C'est le management, c'est souvent un élément clé, la qualité du management, sa capacité qu'on va identifier à exécuter le plan qui nous propose. Bien sûr, le potentiel du projet en lui-même, à la fois sa scalabilité, mais aussi sa capacité à devenir un projet plus international. Donc voilà, c'est des éléments effectivement sur lesquels on porte une attention un peu plus particulière. La notion d'innovation aussi est assez importante et on est assez intéressé pour regarder plus précisément des éléments de transformation digitale dans les entreprises. Souvent, on se rend compte en fait que sur ces deux points que j'ai mentionnés, transformation digitale et le point précédent sur la dimension plus internationale, on se rend compte effectivement que des entreprises dans l'univers du sport ont déjà une notoriété assez importante, mais ça reste des petites entreprises, ça reste des PME. Elles sont très connues parce que le sport donne une visibilité avec une mondiale, mais elles n'ont pas. Ça reste des entreprises souvent avec des capitaux familiaux qui ont des moyens assez limités, et donc elles se sont assez peu développées à l'international et elles se sont assez peu transformées digitalement. Donc ça va être vraiment deux axes sur lesquels nous on va travailler plus particulièrement. Quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs qui voudraient lever des fonds? C'est toujours difficile, une fois de plus. Je pense que c'est sans doute d'aller le plus loin possible en amont avant de lever des fonds dans son projet. La notion de proof of concept est vraiment extrêmement importante. Peut-être paradoxalement, ce que je viens de dire, c'est ne pas survendre son projet. Tout en étant ambitieux, et puis mettre en avant l'équipe, la qualité de l'équipe, du management, la complémentarité au sein de l'équipe. Et est-ce que il y a des erreurs à éviter lorsqu'on lève des fonds? Ce que je disais précédemment, je pense que c'est sans doute le fait de partir trop tôt, lever des fonds lorsque le projet n'est pas prêt, lorsqu'il n'est pas il n'a pas déjà passé un premier cran, et c'est vrai que le financement, ce qu'on appelle friends and family, c'est quelque chose d'important effectivement pour démarrer, mais je pense qu'il faut aller même au-delà de ça. Il faut vraiment commencer à enclencher premier chiffre d'affaires, montrer que l'entreprise a déjà trouvé son public, son modèle économique, même si celui-ci peut être ensuite amené à évoluer, mais vraiment je pense que l'erreur à éviter, c'est de partir trop tôt, c'est de revenir plusieurs fois sur le marché auprès des investisseurs avec le même dossier. Je suis pas le mieux qualifié en fait pour parler de ça, parce qu'une fois de plus, l'investissement VC est une très faible partie de notre thèse d'investissement, et on n'a pas nous vraiment la culture VC. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote sur une situation amusante ou insolite que tu as vécue depuis que tu travailles avec cette structure Inspiring Sport Capital? Alors je sais pas si c'est une anecdote, mais en tout cas peut-être lorsque j'ai créé la structure, j'ai effectivement eu le sentiment de repartir à zéro, mais quand même avec la naïveté de croire que lorsqu'on parle de sport et finance, Londres était la meilleure destination, et que tout le monde m'attendait là-bas. Donc ça effectivement, j'ai un peu déchanté de ce point de vue-là, et on a passé beaucoup de temps d'abord seul au début, puis ensuite avec mon associé Lucien Boyer, à vouloir lever un fonds alors qu'on n'avait pas les codes, et on a entendu beaucoup de fois first time team, first time fund.
Et on a compris effectivement que dans ce métier-là, on pouvait pas démarrer en fait. Donc il a fallu trouver des chemins de traverse. Le nôtre a été le meilleur moyen en fait de démarrer, c'était d'investir. Et donc on a commencé à investir dans des entreprises et on a commencé à avoir une réelle existence. Et comment est-ce que tu vois le futur pour les fonds d'investissement et les sociétés d'investissement dans les 3 à 5 prochaines années? Je pense que bon, les fonds se sont déjà ont déjà commencé à se structurer avec des services intégrés, notamment sur le digital, sur le retail, sur pas mal de choses qu'elles ont intégrées. Il y a de plus en plus de fonds thématiques et des fonds donc qui vont s'adosser à des entrepreneurs qui viennent de l'industrie dans lesquelles les fonds investissent, pour à la fois les aider à sourcer des projets, mais aussi pour les accompagner sur les transformations de ces entreprises. Donc tout ça va dans le bon sens, et je pense que ça va s'accentuer à l'avenir, où les fonds seront de plus en plus engagés dans le quotidien et sur le long terme. Aujourd'hui, effectivement, un des problèmes qu'on voit, c'est cette durée d'investissement qui est sans doute trop courte. Et aujourd'hui, surtout dans des situations de business plus tendues, on voit que les entreprises ont des courbes de maturité beaucoup plus lentes à atteindre, et qu'elles ont besoin donc de plus de temps. Donc les fonds vont devoir apprendre à être plus patients, les investisseurs un peu plus patients aussi sur leur retour sur investissement. Il y aura de plus en plus la notion d'impact qui sera essentielle dans l'investissement. Voilà, c'est ce qui me semble effectivement le plus précis, le plus clair dans ces évolutions. Des thématiques plus affirmées, voilà, des levées de fonds plus espacées. Et aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu particulier, qu'on a découvert aussi dans ce milieu, avec cette course en avant, cette fuite en avant, de devoir faire des investissements et avec des rentabilités très fortes, des accélérations de business très fortes, qui sont pas forcément très rationnelles et qui s'appuient pas forcément sur des réalités économiques, et cette capacité que les fonds quand même ont à se revendre entre eux leur participation avec des plus-values assez importantes, et ça sans doute ça va un peu se calmer à l'avenir. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de fonds d'investissement dans des entreprises du secteur du sport et des sports outdoor en particulier ? Je pense par manque de connaissance du secteur. Le sport est pas encore totalement perçu comme un secteur d'activité à part entière. Nous, on y travaille forcément au quotidien. On démontre chaque jour un peu plus la force d'investir dans le sport, que le sport est un élément essentiel de la vie, de la société en général. Et je parlais tout à l'heure d'impact. Le sport apporte du bien-être. C'est un élément de santé publique, d'inclusion sociale, de développement économique. De plus en plus, nous on fait effectivement cette pédagogie auprès des investisseurs, puisqu'on va voir quand même beaucoup d'investisseurs, à la fois des familles et des fonds institutionnels, pour nous accompagner dans nos projets. Donc on fait cette pédagogie, et on a bon espoir effectivement que le sport devienne de plus en plus un terrain d'investissement important. On le voit aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, c'est déjà le cas, et en Europe un peu moins, mais on a bon espoir, surtout avec des événements comme les Jeux Olympiques en France 2024. C'est effectivement une vitrine assez exceptionnelle pour valoriser le sport. Merci beaucoup Laurent Damiani, cofondateur d'Inspiring Sport Capital, d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Voici les 3 points à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que persévérance, compétence en sport et en finance et réseau sont les 3 ingrédients de la recette du succès d'une société d'investissement comme Inspiring Sport Capital. Le deuxième point, c'est qu'avant de lever des fonds et de diluer votre capital, essayez d'aller le plus loin possible dans la démonstration de la solidité de votre projet. Soyez ambitieux sans survendre votre projet et démontrez la solidité de votre équipe et sa capacité à relever les challenges qui ne manqueront pas de se présenter dans la vie de l'entreprise. Et enfin, le dernier point, l'avenir de l'investissement passe par une thématisation, une véritable spécialisation et un engagement plus fort des fonds d'investissement, peut-être même une approche un peu plus evergreen sur la durée des poches d'investissement. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.